Voilà Monsieur Hatton, dit la douairière au coude de Cordelia, en désignant un homme de l'autre côté de la salle de bal bondée. Il est arrivé à Hatton Hall alors qu'il était jeune homme, et en a fait quelque chose de grandiose. Il est né dans le Herefordshire. Vous ne l'auriez pas connu, j'ose dire. C'était avant votre temps. Cordelia Reed devint très silencieuse. Elle ne tourna pas la tête. Elle avait appris il y a longtemps que c'était en tournant la tête qu'on se faisait prendre. Elle garda les yeux fixés sur les danseurs, sa respiration régulière et ses mains gantées croisées sur ses genoux. D'une voix dont elle était fière, elle répondit que non, elle ne connaissait pas ce gentleman. La douairière continua de parler, ravie d'avoir quelqu'un à qui s'adresser. Cordelia n'entendit rien de ce qu'elle disait, car elle connaissait ce gentleman. Elle le connaissait mieux que presque n'importe qui encore en vie. L'homme de l'autre côté de la salle de bal était le frère cadet de son père. Il était grisonnant maintenant, plus corpulent que dans son souvenir, et il riait en tenant un verre de vin. Il était entré à Hatton Hall comme la marée s'engouffre dans une pièce dont la digue a été percée. Et la raison pour laquelle il pouvait se tenir dans une salle de bal illuminée, à moins de 40 pieds de la fille unique de son frère, sans jamais la regarder, était très simple. Il croyait que la fille unique de son frère était morte. Cela avait failli être vrai. Elle se força à compter. 1 seconde, 2 secondes, 3. C'était une vieille astuce, datant des années où compter était la seule chose qui la maintenait debout. Et cela la calma. Elle était Mademoiselle Reed. Elle était une dame de compagnie, payée comme telle, vêtue du gris d'une dame de compagnie. Rien chez la jeune femme discrète près du mur ne pouvait la relier à une petite fille de 10 ans. Une petite fille qui avait été envoyée loin d'une grande demeure dans un carrosse fermé, un matin pluvieux d'octobre, il y a 16 ans. On lui avait dit de ne plus jamais prononcer son propre nom. Rien, sauf l'homme de l'autre côté de la pièce. Et le fait que, pour 1 heure d'imprudence ce soir-là, elle s'était laissée voir. C'était la partie qu'elle regretterait plus tard. Elle la regrettait déjà. Tout avait commencé avec le duc. Au début, elle ne savait pas qu'il était duc. C'était la vérité. Et elle s'accrochait à la vérité, même quand cela ne lui servait à rien. Car la vérité était la seule possession que son oncle n'avait pas réussi à lui prendre. Elle se tenait là où se tiennent les dames de compagnie, en marge des choses. Elle tenait l'éventail de son employeuse et partageait les opinions de son employeuse. C'est alors qu'un homme était venu se tenir à côté d'elle. Pas pour être vu. Les hommes qui souhaitaient être vus ne restaient pas en marge avec les dames de compagnie. Il était simplement venu dans la partie calme de la pièce, comme si lui aussi trouvait le centre insupportable. Il avait regardé les danseurs avec une expression de dégoût si maîtrisée que Cordelia, avant de pouvoir se retenir, avait dit à voix haute qu'il semblait beaucoup apprécier la soirée. Il s'était tourné et l'avait regardé. Il avait des yeux noisettes fatigués et des cheveux sombres qui grisonnaient prématurément sur les tempes, et un visage qui avait appris à ne rien laisser paraître. Un instant, elle pensa qu'elle s'était perdue par sa propre langue, comme on l'en avait averti 100 fois. Puis quelque chose avait bougé au coin de sa bouche. Pas un sourire, presque. « Je l'apprécie », avait-il dit, autant qu'un homme peut apprécier d'être compté. « Comptez, monsieur, comptez, pesez, additionnez comme une colonne dans un grand livre, et le total a été jugé satisfaisant. » Il avait jeté un coup d'œil aux mères guidant leurs filles, à toute la douce mécanique de la pièce, puis de nouveau à elle. « Vous ne me comptez pas. Je l'ai remarqué de l'autre côté de la pièce. C'est une chose très reposante d'être près de vous. »« Je n'ai pas la bosse des maths, » avait dit Cordelia, « et aucune raison de faire des calculs sur un étranger. » Et il avait ri. C'était un son bref, surpris, un peu rouillé, comme s'il ne sortait pas souvent. 2 femmes à proximité s'étaient retournées pour le dévisager, et l'homme avait semblé aussi surpris qu'elle. Ils parlèrent pendant près d'1 heure, et elle n'aurait pas pu dire de quoi par la suite, bien qu'elle se soit souvenue de chaque mot pendant des années. Cette conversation avait une qualité rare, le genre qu'on ne rencontre qu'1 ou 2 fois dans une vie. Ce n'était pas tant la rencontre de 2 étrangers que la reprise de quelque chose commencé il y a bien longtemps. Il lui demanda d'abord ce qu'elle lisait, car il y avait un livre à moitié caché sous le châle de son employeuse sur le banc. Quand elle le lui dit, il haussa un sourcil et déclara que c'était une lecture bien sérieuse pour une salle de bal. Elle répondit que c'était précisément dans une salle de bal qu'on avait besoin de lecture sérieuse, pour avoir quelque chose à quoi se raccrocher. Et il faillit sourire à nouveau. « Vous n'aimez pas danser, dit-il. »« Je n'aime pas être regardé pendant que je danse.
C'est une plainte différente. La danse en elle-même, je pourrais la supporter. Alors pourquoi ne pas danser? Parce qu'une femme dans ma position qui danse est regardée 2 fois plus attentivement et on lui pose 2 fois plus de questions. Et je n'ai pas de réponse à donner. Elle le dit d'un ton léger et le regretta, car c'était trop proche de la vérité. Elle le vit le remarquer, comme il semblait tout remarquer, le classant derrière ses yeux noisettes fatiguées sans commentaire. Il ne posa pas les questions qu'elle lui avait déconseillées. C'est la chose dont elle se souvint le plus longtemps. Un autre homme aurait insisté, gentiment. Lui, il n'insista pas. Il changea complètement de sujet pour parler du livre, puis des livres, puis d'une douzaine d'autres choses. Et il la laissa être une femme avec des opinions, au lieu d'un mystère avec un passé. C'était un cadeau si inattendu qu'elle se surprit à lui donner en retour la seule chose qu'elle avait à offrir, l'honnêteté sur tout ce qui pouvait être dit sans danger. Ils découvrirent qu'ils étaient en désaccord sur presque tout, et ils apprécièrent cela énormément. Ils pensaient que la campagne était ennuyeuse, et elle pensait que c'était le dernier endroit honnête d'Angleterre. Ils pensaient que la ville était un mal nécessaire, et elle pensait que c'était une foule réunie pour éviter la terreur de sa propre compagnie. Il lui dit qu'elle argumentait comme une femme qui avait gagné de nombreux débats seule dans sa tête, sans personne pour lui répondre. Elle lui répondit que c'était exactement comme ça qu'elle avait appris à argumenter, et qu'il n'avait pas besoin d'avoir l'air si content de lui de l'avoir remarqué. Il rit. La deuxième fois, le son rouillé et surpris vint plus facilement, et il ne parut pas étonné de son propre rire. Et Cordelia pensa, avec une petite alarme intérieure, qu'elle s'amusait. Elle ne s'était pas amusée dans une pièce pleine de gens depuis plus longtemps qu'elle ne pouvait s'en souvenir. « Dansez avec moi, dit-il. Je me tiendrai entre vous et les regards. C'est la seule chose pour laquelle un homme de mon rang est vraiment utile. Personne n'ose fixer ce que j'ai choisi de mettre à mes côtés. C'est un argument pour danser avec un duc que je n'avais pas envisagé. C'est le seul argument valable. Tout le reste chez nous est une épreuve, je vous assure. » Alors elle dansa avec lui. Il se plaça bien entre elle et les regards, d'une certaine manière, par le simple fait de qui il était. Et pendant toute la durée de la danse, elle fut, absurdement, à l'aise. Quand la danse se termina, il ne la raccompagna pas immédiatement au mur. Il lui demanda, avec une franchise qui frisait l'impolitesse, et qu'elle trouvait préférable à n'importe quel vernis de politesse, si elle lui accorderait une seconde danse. En règle générale, une dame de compagnie ne dansait jamais avec un gentleman, et certainement pas 2 fois avec le même. Et Cordelia savait, même en lui donnant à nouveau sa main, qu'elle faisait une chose insensée et dangereuse. Elle le fit quand même. Elle avait voulu, juste une fois, juste pour 1 heure, être une femme dans une salle de bal, et non un secret dans une robe grise. C'est ce désir qui la perdit. Elle s'en souviendrait aussi, plus tard, que tout le désastre n'avait pas commencé avec un duc, mais avec un désir. Elle n'apprit qu'il était le duc de Chasewood, qu'après, par la douairière. Par la même voix oisive qui, maintenant, 1/4 d'heure plus tard, lui avait montré son oncle de l'autre côté de la pièce et avait fait s'effondrer toute la soirée comme un château de cartes. Parce que si son oncle était là, alors elle n'était pas en sécurité. C'était aussi simple et aussi total que cela. Pendant 16 ans, sa sécurité n'avait reposé que sur une seule chose: n'être personne, n'être nulle part, être une jeune fille morte dans un carrosse fermé sur une route mouillée. Et elle avait passé cette soirée à être vue, à être remarquée, à danser 2 fois avec un duc dans une pièce qui contenait le seul homme en Angleterre qui avait le plus besoin qu'elle reste morte. Elle se leva. Elle murmura quelque chose à la douairière à propos de la chaleur. Elle ne se pressa pas, car se presser était le moyen de se faire prendre, et elle longea lentement et prudemment le mur en direction de la porte. Elle l'avait presque atteinte quand le duc de Chasewood se mit sur son chemin. « Vous partez ?» dit-il. « Je ne me sens pas bien, votre grâce. » Un mal de tête. L'air est étouffant. Il la regarda. Il avait une façon de regarder qui percevait beaucoup de choses, et elle le vit remarquer la pâleur de son visage et ce qui se cachait derrière. Et elle le vit choisir de ne pas le nommer, ce qui était une forme de courtoisie. « Laissez-moi vous accompagner à votre voiture, » dit-il. « Je n'ai pas de voiture. Je suis venu avec mon employeuse. S'il vous plaît. » Son sang-froid l'abandonnait. Elle le sentait filer comme du sable entre ses doigts. « S'il vous plaît, votre grâce. Je dois partir et je dois partir seul. Et je dois vous demander, bien que je n'ai aucun droit de vous demander quoi que ce soit, de ne pas me suivre et de ne pas vous renseigner sur moi.
Je sais que cela semble étrange. Je ne peux pas l'expliquer. Je donnerais beaucoup pour être le genre de femme qui pourrait l'expliquer. Je ne le suis pas. Laissez-moi partir. » Pendant un instant, il ne bougea pas, et elle pensa qu'il refuserait. Et elle ne savait pas ce qu'elle ferait s'il refusait. Puis il s'écarta. « Mademoiselle Reed, » dit-il à voix basse alors qu'elle passait. « Quoi que ce soit, si vous avez des ennuis, il y a des hommes dans ce monde en qui on peut avoir confiance. »« J'en suis sûr, » dit Cordelia. « Je n'ai jamais eu la chance de pouvoir compter sur l'un d'eux. » Et elle sortit dans le hall, puis dans le froid, et ne s'arrêta que lorsque l'obscurité et la rue l'eurent avalée. Et ce n'est que bien plus tard, dans le lit étroit de sa chambre étroite, qu'elle découvrit qu'elle était partie avec un seul gant. L'autre, elle l'avait perdu quelque part dans sa fuite. Elle ne pouvait pas se souvenir où. Cela ne semblait pas avoir d'importance. Ce n'était qu'un gant. Ce n'était pas seulement un gant. Pour comprendre ce qu'était le gant, il faudrait comprendre ce que Cordelia avait perdu. Et pour comprendre cela, il faudrait remonter 16 ans en arrière, à Harton Hall, quand la jeune fille qu'on appelait maintenant Reed avait un autre nom, un père et un foyer. Son père était Sir Edmund Harton. Et Harton Hall était sorti de la terre du Herefordshire, comme le font les grandes vieilles demeures. Comme si les collines avaient décidé de se donner une forme et avaient choisi la pierre. Cordelia y était née et s'attendait, de la manière insouciante d'un enfant aimé, à y vivre toujours. Elle avait un poney et une nourrice nommée Dorcas, qui l'aimait plus que tout au monde, et un père qui l'appelait son héritière et le pensait. Il n'y avait pas de fils. Sir Edmund n'avait pas caché son intention que le manoir, les terres et le nom reviennent à sa fille, fils ou pas de fils. Il l'avait écrit noir sur blanc, l'avait fait certifier et l'avait enfermé dans le coffre-fort de son bureau. Son père mourut quand elle avait 10 ans. Chute de cheval, par un après-midi d'automne gris, dans un champ qu'elle pouvait encore voir si elle fermait les yeux. Et en un mois, le monde entier bascula. Son oncle Horatio arriva. Il avait toujours été le frère pauvre, le fils cadet, celui qui était parti faire fortune et n'y était pas vraiment parvenu. Il arriva à Harton Hall dans ses vêtements de deuil noir, avec sa voix douce et son visage triste. Il prit la petite main froide de Cordelia dans la sienne et lui dit qu'il s'occuperait de tout. Il s'occupa de tout. C'est exactement ce qu'il fit. Il n'y avait pas de testament, dit-il quand les avocats vinrent. Il était vraiment désolé. Il avait cherché, mais il n'y avait pas de testament. Et en l'absence de testament, le domaine revenait, comme c'était l'usage, à l'héritier mâle le plus proche, c'est-à-dire lui-même. Quant à l'enfant, la pauvre enfant, il veillerait bien sûr à ce qu'elle soit prise en charge. Il y avait une difficulté, dit-il en baissant la voix, qui rendait sa position délicate. Une question sur le mariage. Sur le fait de savoir si le mariage de Sir Edmund avec la mère de Cordelia, morte en lui donnant naissance, avait été tout à fait régulier. Il n'aimait pas en parler. Il en parla beaucoup aux bonnes oreilles, doucement, tristement, jusqu'à ce que la chose soit à moitié crue. Un mariage douteux, un enfant douteux. Mieux pour tout le monde, n'est-ce pas, si l'enfant était envoyé discrètement chez des parents éloignés, sous un nom simple, où le doute ne pourrait lui faire aucun mal. Cordelia avait 10 ans. Elle n'avait presque rien compris. Elle avait seulement compris que le coffre-fort dans le bureau de son père, qu'elle l'avait vu fermé à clé 100 fois, était vide quand les avocats l'ouvrirent, et que son oncle avait été seul dans ce bureau pendant 3 jours avant leur arrivée. Elle fut envoyée dans un carrosse fermé un matin pluvieux d'octobre avec Dorcas, qui refusa d'être séparée d'elle. Elles allèrent chez une cousine froide et distante, qui prenait la petite pension qu'Horatio payait pour l'entretien de l'enfant et donnait à l'enfant le strict minimum. On lui dit qu'elle devait s'appeler Mademoiselle Reed maintenant. On lui dit que Harton était une porte fermée, que prononcer ce nom c'était s'exposer à la ruine, qu'une fille de naissance douteuse et sans fortune n'avait qu'une seule chose à offrir au monde, un nom respectable et discret, et qu'elle ferait mieux de le garder simple, et de le garder humble. Elle avait 10 ans. Elle crut ce qu'on lui disait, parce que les enfants le font. Le temps qu'elle soit assez grande pour en douter. Elle avait appris que douter ne changeait rien. Elle n'avait aucune preuve, pas d'argent, pas de protecteur et pas de nom. L'homme qui lui avait pris les 4 était un gentleman respecté du Herefordshire, et elle était une dame de compagnie dans une robe grise. Mais elle se souvenait du coffre-fort, et Dorcas se souvenait de plus, car Dorcas avait été dans la maison pendant ces 3 jours. Et Dorcas avait vu Horatio près du feu du bureau, tard, avec des papiers à la main. Et elle avait vu de quelle couleur les flammes brûlaient.
Et Dorcas, qui ne savait pas lire, avait pourtant gardé une seule feuille de papier toutes ces années, cousue dans la doublure d'un vieux sac de travail dont elle ne se séparait jamais. Elle l'avait prise de la même de Sir Edmund durant sa dernière semaine de vie, quand il avait commencé à avoir peur, sans trop savoir pourquoi. « Garde ceci en sécurité, lui avait-il dit. Garde-le pour l'enfant, ne le donne pas à mon frère, quoi qu'il te dise. » Dorcas l'avait gardé. Elle ne pouvait pas le lire. Elle ne savait pas ce que c'était. Elle savait seulement que son maître le lui avait mis dans la main et lui avait dit de le garder pour l'enfant. Et Dorcas avait gardé la foi envers le mort pendant 16 ans, coussue dans un sac de travail, attendant un jour dont elle n'était plus sûre qu'il viendrait. Voilà ce qu'était le gant. Pas le papier, mais le même genre de chose. Le gant était celui de sa mère. C'était la seule belle chose que Cordelia possédait, du cuir de chevreau devenu doux avec l'âge. Au poignet, en soie couleur vieil ivoire, était brodé un petit motif que Cordelia avait tracé avec son doigt 10 000 fois dans le noir. Un cœur pour Harton, l'emblème de la famille. Sa mère avait porté ses gants à son mariage. C'était la seule chose que Cordelia avait emportée de son ancienne vie dans le carrosse fermé, cachée dans sa chemise, une chose trop petite pour que quiconque prenne la peine de la lui prendre. Elle les avait portés exactement une fois en 16 ans. Elle les avait portés au bal, parce que pour un soir, elle avait voulu apporter quelque chose de son vrai moi à la lumière, et elle en avait laissé un derrière elle, sur le sol d'une salle de bal, au pied d'un duc, dans sa fuite. Elle ne dormit pas la nuit après le bal. Elle resta dans le noir à se dire que cela n'avait pas d'importance. Le gant, qu'un gant perdu ne pouvait rien dire à personne. Que le matin, elle serait de nouveau Mademoiselle Reed, et que la soirée se refermerait comme de l'eau. Elle le crut presque. Elle n'avait pas compté sur le duc de Chasewood. Il avait ramassé le gant lui-même. Il l'avait vu tomber. Ou plutôt, il avait vu, après son départ, la petite forme pâle sur le sol où elle s'était tenue. Il s'était approché et l'avait ramassé avant qu'un laquais ne puisse le faire. Et il était resté là, au milieu de sa propre certitude, tenant le gant d'une étrangère et se sentant comme un idiot. C'était un homme de 35 ans. Il était traqué pour son titre depuis ses 22 ans, et il s'était forgé une carapace dure contre cette chasse. Et il ne poursuivait pas les femmes qui le fuyaient. Il se répéta tout cela très clairement. Puis il mit le gant dans sa poche, rentra chez lui et le ressortit. C'était un beau gant. C'est la première chose qui le troubla. Une dame de compagnie en gris ne possédait pas de gants comme ceux-ci, en chevreau doux, ancien et coûteux. Il le tourna dans ses mains et trouva le petit motif brodé au poignet, le cœur courant. Il ne savait pas ce que c'était, mais il savait que c'était un emblème de famille, le genre de choses brodées sur le linge des maisons qui ont du linge digne d'être brodé. Une pauvre dame de compagnie portant un gant blasonné de gentlewoman, cela n'avait aucun sens. C'était le premier fil, et il était un homme qui, une fois qu'il tenait un fil, ne pouvait pour rien au monde le lâcher. Il se dirait, dans l'année qui suivit, de nombreuses raisons sensées pour ce qu'il fit. Il s'ennuyait. Il était curieux. Un homme aime les énigmes. Il ne se dit pas la vraie raison. C'était que pendant 1 heure, en marge d'une salle bondée, une femme l'avait regardé et avait vu un homme et non une fortune. Puis, elle était partie dans la nuit, ne lui demandant rien d'autre que de la laisser partir. En 35 ans à être désiré pour la mauvaise chose, c'était la première fois qu'il se souvenait d'avoir été désiré, si tant est qu'il l'ait été, pour la bonne. Il ne se le dit pas, mais il garda le gant dans le tiroir de son bureau, et il commença discrètement à chercher. Il ne fut pas stupide. Il ne publia pas d'annonce, ne se rendit pas ridicule, ni n'envoya un messager courir après une femme de chambre. Il demanda prudemment, dans les bons cercles, des nouvelles d'une certaine Mademoiselle Reed, dame de compagnie, récemment en ville. Il s'avéra qu'il y avait beaucoup de Mademoiselle Reed. Reed était un nom commun. Cela aussi, quand il y pensa, était étrange. Qu'une femme portant un blason ait un nom si simple et commun. Et cela compliqua l'énigme plutôt que de la résoudre. Et plus l'énigme s'épaississait, moins il pouvait la laisser. La saison se termina. La société partit à la campagne, et le duc de Chasewood, au désespoir de toutes les mères marieuses qui l'avaient désigné comme le grand prix de l'année, n'alla nulle part et ne courtisa personne. Il gardait le gant d'une femme dans le tiroir de son bureau, le sortait parfois, regardait le petit cœur courant et se demandait où elle était.
Elle était dans une petite ville de l'Ouest, étant Mademoiselle Reed. Son employeuse était rentrée à la campagne, et Cordelia avec elle, dans une maison tranquille et respectable, dans un endroit tranquille et respectable, où rien ne se passait, et où aucun duc ne venait. Et elle en était heureuse, ou se le disait. La quasi-catastrophe du bal l'avait effrayée plus qu'elle ne se l'était avouée sur le moment. Elle était devenue négligente, pensait-elle. 16 ans de sécurité lui avaient fait oublier que la sécurité était une chose que l'on gardait, en ne l'oubliant jamais. Et elle résolut de ne plus l'oublier. Détruire Mademoiselle Reed si complètement que même elle y croirait. Cela ne fonctionna pas. Quelque chose s'était dénoué en elle au bal et ne voulait pas se remettre en place. Elle avait passé 16 ans à ne rien désirer, à ranger les désirs au fur et à mesure qu'ils venaient. Une soirée où elle avait été vue avait déplié tout le tiroir. Maintenant, elle restait éveillée à désirer des choses qu'elle n'avait pas désirées depuis des années. Et le pire de ce désir n'était pas le duc, bien que le duc en fasse partie. Le pire, c'était Arton Hall. Les collines, le nom, le coffre-fort vide, ce qui avait été fait à l'intention claire de son père, à la mémoire de sa mère et à une fillette de 10 ans dans un carrosse fermé. Pendant 16 ans, elle s'était dit qu'il n'y avait rien à faire, et pour la première fois, éveillée dans une petite ville étrange, elle se permit de formuler la question perfide. N'y avait-il vraiment rien à faire, ou n'avait-elle simplement jamais osé? Nous allons faire une très courte pause. Si vous ne voulez pas manquer les nouvelles histoires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Il y avait une enfant dans la ville qui s'était mise à suivre Cordelia partout. Une petite fille de 5 ou 6 ans, la fille de la femme qui tenait la boutique de chandelles. Elle louchait, et sa timidité tenait les autres enfants à distance. Cordelia, qui savait ce que c'était d'être l'enfant avec qui personne ne joue, s'efforçait de lui parler et de l'écouter quand elle parlait. Il fallait de la patience, car l'enfant parlait lentement et bégayait. Elle apporta un ruban à la fillette une fois. C'était une petite chose. L'enfant le porta tous les jours, jusqu'à ce qu'il tombe en morceaux, et cherchait Cordelia dans la rue, comme on cherche le seul visage sûr. Ed Cordelia, qui se croyait au-delà du besoin de quiconque, découvrit qu'être cherché de cette manière dénouait quelque chose en elle, et lui faisait, d'une façon qu'elle ne pouvait expliquer, un grand bien. Elle pensa, en regardant l'enfant, qu'une personne pouvait être rabaissée par le monde, et pourtant ne pas devenir méchante si elle le choisissait. Et que ce choix était peut-être la seule vraie liberté laissée aux impuissants. Elle ne le savait pas, mais elle prenait, durant ces semaines tranquilles, la décision qui allait tout changer. Elle décidait qu'elle en avait assez d'être rabaissée. La ville ne savait pas ce qu'elle avait. C'était l'étrangeté dans laquelle Cordelia vivait chaque jour. Elle allait au marché avec le panier de son employeuse et marchandait le prix du poisson. Et la poissonnière l'appelait Mademoiselle Reed et la prenait pour une pauvre besogneuse respectable. Et personne dans toute la rue animée ne savait que la femme qui retournait le maquereau était la maîtresse légitime d'un domaine du Herefordshire. Elle s'était habituée à cette double vision. Elle se voyait comme la ville la voyait, simple et pauvre, et n'étant plus dans sa première jeunesse. Et elle se voyait telle qu'elle était vraiment. Elle avait appris à maintenir les deux images à la fois sans devenir folle, ce qui est une compétence, et une compétence solitaire. Et personne ne l'en avait jamais remerciée, parce que personne n'avait jamais su qu'elle le faisait. C'était la solitude du secret qui pesait le plus. Un chagrin partagé est un chagrin diminué de moitié, dit le proverbe, et c'est vrai. Mais un chagrin qui ne peut être dit du tout n'est pas diminué de moitié. Il est doublé. Il grandit dans l'obscurité du non-dit, comme une chose dans une cave. Pendant 6 ans, Cordelia avait porté seule toute son histoire, incapable de dire à une seule âme « Voilà qui je suis, voilà ce qu'on m'a fait ». Parce que le dire, c'était se mettre en danger. Alors elle ne l'avait dit à personne, et cela était resté dans sa poitrine tout ce temps, devenant de plus en plus lourd. Elle n'avait pas su à quel point c'était lourd jusqu'au soir près du feu, quand Dorcas lui montra le papier. Et quelque chose retenu pendant 16 ans commença enfin à être déposé. Et une fois qu'une chose comme ça commence à être déposée, on ne peut pas la reprendre. C'est ce que Cordelia apprenait durant ces semaines tranquilles. Elle ne pouvait pas ignorer que la preuve existait. Elle ne pouvait pas redevenir la Mademoiselle Reed qui supportait tout, parce qu'il n'y avait rien à faire. Maintenant qu'il y avait, clairement, quelque chose à faire. Et seule sa propre peur se dressait entre elle et l'action. La peur était toujours là. C'était une vieille compagne.
mais elle avait cessé d'être un mur pour devenir seulement une peur, ce qui est une chose différente, une chose qu'une personne peut traverser si elle le décide. Cordelia était en train de le décider, et Dorcas se mourait, pas rapidement, mais la vieille femme avait plus de 70 ans maintenant, et l'hiver s'était installé dans sa poitrine. Elle s'asseyait près du feu dans la petite chambre qu'elle partageait avec Cordelia, toussait et maigrissait. Et un soir, elle prit la main de Cordelia dans la sienne, sèche, et dit la chose qu'elle n'avait jamais dite en 16 ans. « Il y a un papier, » dit Dorcas. « Mon enfant, je ne te l'ai jamais dit. Ton père me l'a donné de sa propre main cette dernière semaine. Garde-le pour l'enfant, dit-il, et ne le donne pas à mon frère, quoi qu'il te dise. Je ne pouvais pas le lire. Je l'ai gardé. Il est ici. » Et elle lui montra le vieux sac de travail, dont elle ne se séparait jamais, et la couture dans la doublure, qui avait été ouverte et recousue 100 fois. Et à l'intérieur, pliée en petit et devenue douce comme du tissu, une seule feuille de papier d'une écriture qui arrêta le cœur de Cordelia. C'était l'écriture de son père. Elle ne l'avait pas vue depuis 16 ans. C'était le testament. Pas le testament du coffre-fort qu'Horatio avait brûlé. Une deuxième copie faite durant la dernière semaine effrayée de son père, de sa propre main, et certifiée par le pasteur du Herefordshire et sa femme. Il laissait Harton Hall et tout le domaine de Harton, clairement, entièrement, sans aucun doute ni condition, à sa fille Cordelia. Et une ligne en dessous, de la même main, que Cordelia lut 3 fois, avant de pouvoir la voir à travers ses larmes, affirmant devant Dieu que son mariage avait été régulier et sa fille légitime, et que tout homme qui dirait le contraire était un menteur et en répondrait. Il avait su, dans sa dernière semaine, sans savoir comment ni pourquoi, son père avait senti la chose venir. Il avait fait un second testament et l'avait donné à la seule âme de la maison en qui il avait confiance, une nourrice illettrée qui aimait son enfant. Il lui avait dit de le cacher à son frère et elle l'avait fait, pendant 16 ans, cousu dans un sac, en attendant. Cordelia s'assit sur le sol près du feu, le papier entre les mains, et pleura comme elle n'avait pas pleuré depuis ses 10 ans. Et quand elle eut fini de pleurer, elle n'eut, pour la première fois en 16 ans, plus peur. Elle était en colère, et la colère, découvrit-elle, était bien plus utile que la peur. « Dorcas, dit-elle, nous allons avoir besoin d'un avocat, et j'ai bien peur qu'avant que tout soit fini, nous devrons prononcer mon nom à voix haute. Le problème, c'est qu'un testament n'est qu'un bout de papier tant qu'un tribunal ne le valide pas. Et pour qu'un tribunal le valide, elle aurait besoin de plus que le papier. Elle aurait besoin du pasteur qui l'avait certifié, s'il était encore en vie. Elle devrait prouver qu'elle était bien qui elle disait être, que Mademoiselle Reed était Cordelia Harton, que l'enfant morte dans le carrosse fermé n'était pas morte du tout. Et elle devrait faire tout cela contre un gentleman respecté, confortablement installé dans un grand domaine. Un homme avec de l'argent, une position et 16 ans d'une histoire bien établie de son côté. Et elle avait un témoin mourant qui ne savait pas lire, une vieille feuille de papier douce et un nom simple et gris. Elle ne se faisait aucune illusion sur l'ampleur de la tâche, mais elle avait cessé, quelque part près du feu, de croire que l'ampleur d'une injustice était une raison de la laisser perdurer. C'est le gant, finalement, qui ramena le duc dans l'histoire. Il avait continué à chercher tout cet automne et cet hiver, à sa manière discrète et têtue. Il n'envoya aucun messager pour en faire un spectacle. Il demanda plutôt, dans les salons, nonchalamment, si quelqu'un se souvenait d'une Mademoiselle Reed, une dame de compagnie, au bal. Quelques-uns s'en souvenaient. Personne ne la connaissait. Elle était venue avec la veuve d'un colonel qui était depuis parti à la campagne. Et personne n'avait remarqué la dame de compagnie, parce que personne ne remarque jamais la dame de compagnie. Ça, il commençait à le comprendre. C'était toute l'architecture de sa vie. Elle s'était construite sur l'habitude du monde de ne pas regarder. C'était un très bon déguisement. C'était presque parfait. En cherchant le petit espace vide où elle aurait dû être, il découvrit qu'il admirait la qualité du travail tout en le maudissant. Il devint cassant avec ses amis, qui le remarquèrent. L'un d'eux, un homme simple qu'il connaissait depuis l'école, le prit à part dans son club et lui dit qu'il faisait parler de lui, à soupirer après une dame de compagnie disparue comme un garçon de 19 ans. Avait-il envisagé que la femme l'avait fui délibérément et souhaitait peut-être qu'on la laisse tranquille? Le duc y avait pensé. Il y pensait tous les jours. C'était le seul argument contre lui-même auquel il ne pouvait répondre. Et c'était précisément parce qu'il ne pouvait y répondre qu'il ne s'arrêta pas.
Un homme qui se comporte raisonnablement peut toujours être dissuadé. Un homme qui sait qu'il ne l'est pas ne peut que continuer. Au milieu de l'hiver, il avait suivi chaque piste jusqu'à son extrémité effilochée. Et il s'assit avec le gant sur son bureau et admit qu'il avait échoué. Il n'avait pas la moindre idée de l'endroit où elle se trouvait. Il pourrait ne plus jamais la revoir. Il aurait pu ne jamais rien trouver, la laisser partir et finir par épouser une parfaite inconnue par pure lassitude. S'il n'avait pas, un après-midi gris, laissé le gant sur son bureau lorsque sa grand-tante Ursula vint lui rendre visite. Lady Ursula avait 81 ans et n'avait peur de rien sur terre ou sous terre. Elle connaissait le duc depuis sa naissance, le considérait comme le seul membre de la famille digne d'intérêt et avait l'habitude d'arriver à l'improviste pour le lui dire. Elle entra dans son bureau et s'assit sans y être invitée. Et pendant qu'il sonnait pour le thé, ses vieux yeux perçants firent le tour de la pièce comme toujours, ne manquant rien, et s'arrêtèrent sur le gant. Elle le ramassa, elle le retourna. Elle regarda un long moment le petit cœur brodé au poignet, et son vieux visage pâlit. Elle dit, d'une voix très différente de sa voix habituelle, « Où as-tu eu ça ?»« C'est une longue histoire, ma tante. Une femme que j'ai rencontrée une fois. Elle l'a laissée. »« Pourquoi? Connais-tu cet emblème? » ?»« Non. » Lady Ursula resta assise avec le gant entre ses deux mains, comme si c'était une chose vivante. « J'ai dansé au mariage où la mariée portait ces mêmes gants, ou leurs jumeaux. Augustus, c'est le cœur de Harton. Les Harton de Harton Hall dans le Herefordshire. J'ai connu Edmund Harton quand nous étions jeunes. Un homme bon. Il s'est marié par amour, avec une fille sans dot, très belle, et elle est morte en lui donnant une fille. Et puis Edmund lui-même est mort, jeune, d'une chute de cheval, et il y a eu une affaire des plus terribles concernant le domaine. Sa bouche se pinça. Le frère l'a pris, Horatio. Il y avait un testament, tout le monde le disait, qui le laissait à la petite fille, et le testament n'a jamais été retrouvé. Head Horatio a fait courir le bruit que le mariage avait été irrégulier, et l'enfant pas une véritable héritière, et l'enfant a été envoyé au loin, et est morte, pauvre petite, quelque part, de quelque chose, comme meurent les pauvres enfants envoyés au loin. Ed Horatio Harton est assis dans le fauteuil d'Edmund à la table d'Edmund depuis 16 ans, et personne n'a jamais rien pu prouver contre lui. Elle leva les yeux, et son regard était terrible. Augustus, où est la femme qui portait ce gant? Le duc de Chasewood était devenu très silencieux. Il pensait à un visage blanc à la porte d'une salle de bal, et à une voix basse disant « S'il vous plaît, et je n'ai jamais eu la chance de pouvoir compter sur l'un d'eux. » Et toute la forme de l'énigme se retournait dans son esprit, et se remettait enfin à l'endroit. « C'est ce que j'ai passé la meilleure partie d'une année à essayer de découvrir, » dit-il lentement. « Alors découvre-le plus vite, » dit Lady Ursula. « Car si cette enfant n'est pas morte, si elle est quelque part dans le monde portant le gant de sa mère, alors il y a une injustice vieille de 16 ans qui attend d'être réparée. Et j'ai 81 ans, et j'aimerais beaucoup en voir une avant de partir. Il lui fallut 5 semaines de plus. Mais il avait le nom maintenant, le vrai nom, le fil remonté à sa racine. Et un homme avec un nom, une fortune et une très grande motivation peut faire en 5 semaines ce qu'un homme avec un gant et une énigme ne peut faire en 1 an. Il chargea son homme d'affaires de l'affaire. Il remonta la piste du carrosse fermé sur 16 ans, de cousin froid en cousin froid, jusqu'à une petite ville de l'Ouest, une maison respectable, une dame de compagnie en gris, qui se faisait appeler Reed. Et par un matin froid et lumineux, très semblable à celui où cette histoire a commencé, le duc de Chasewood descendit d'une voiture de voyage poussiéreuse dans une petite ville de l'Ouest. Il frappa à une porte modeste, et il demanda, le cœur battant d'une manière qu'il croyait avoir oubliée depuis longtemps, s'il pouvait parler à mademoiselle Reed. Elle entra dans le petit salon, le vit et s'arrêta sur le seuil, une main sur le cadre de la porte. Pendant un moment, aucun d'eux ne dit rien. « Vous m'avez demandé de ne pas vous suivre, » dit-il enfin, « et de ne pas me renseigner sur vous. J'ai fait les deux. Je ne vous insulterai pas en prétendant le contraire, ou en prétendant que je suis désolé, car je ne le suis pas. Je vous ai cherché pendant près d'1 an. » Il sortit le gant de la poche de sa veste, où il semblait avoir pris l'habitude de le porter, et le lui tendit à travers la petite pièce. « Vous avez laissé ceci. J'ai voulu tout ce temps le rendre à la main à laquelle il appartient. » Cordelia regarda le gant. Elle regarda l'homme. Elle pensa à 100 choses prudentes qu'elle pourrait dire, les écarta toutes, et dit la seule qui était vraie. « Vous savez, dit-elle, ou vous avez deviné,
Sinon, vous ne seriez pas ici. Je sais que l'emblème sur ce gant est le cœur de Hartone, dit le duc, et qu'Edmund Hartone avait une fille qui a été envoyée au loin et est censée être morte, et que vous portez le gant de sa mère et vous faites appeler par un nom qui n'est pas le vôtre. Je ne connais pas le reste. J'aimerais le connaître, mais je ne suis pas venu pour l'exiger de vous. Je suis venu vous dire que vous m'avez demandé une fois si vous aviez déjà eu la chance de compter sur un homme, et vous avez dit que non. Et j'ai pensé à cette phrase pendant 1 an, et je suis venu voir si je pouvais être celui qui la changerait. C'est tout. Vous pouvez me dire de partir à nouveau, et je partirai à nouveau, mais je préférerais que vous ne le fassiez pas. Et Cordelia Hartone, qui n'avait fait confiance à personne d'autre qu'une nourrice mourante pendant 16 ans, se tint dans un salon miteux et prit la 3e et la plus difficile de ses décisions, qui fut de cesser enfin d'être seule. « Asseyez-vous, votre grâce, dit-elle. C'est une longue et mauvaise histoire, et je ne l'ai jamais racontée à une âme qui vive qui ne la connaissait pas déjà. Vous feriez mieux de tout entendre. » Elle lui raconta tout. Le coffre-fort et le testament brûlé, le carrosse fermé et le nom simple. Dorcas et le papier cousu dans le sac de travail, et la main de son père, affirmant son mariage et sa fille devant Dieu. Elle le raconta simplement, sans pleurer, car elle avait déjà versé ses larmes. Il écouta sans l'interrompre une seule fois, ce qu'elle n'attendait pas d'un duc. Quand elle eut fini, il resta assis un moment en silence, et puis il dit quelque chose qui lui en apprit plus sur lui qu'une heure de protestation n'aurait pu le faire. « Vous avez l'intention de vous battre vous-même, dit-il. Vous avez déjà décidé. Vous ne l'avez pas décidé quand je suis entré. Vous l'avez décidé il y a des semaines, près de ce feu, avec ce papier à la main. Vous ne me demandez pas de vous sauver. Vous vous demandez si je vais vous gêner. »« Oui, » dit Cordelia, surprise par sa propre honnêteté. « C'est exactement ça. La plupart des hommes auraient proposé de s'en occuper pour moi, de prendre ma défense, de le faire et de me présenter le résultat. J'ai passé ma vie à ce qu'on fasse les choses pour moi et qu'on me les présente, dit le duc de Chasewood, à être géré et à être un prix pour lequel d'autres jouaient. Et je ne vous ferai pas ce qu'on m'a fait. C'est votre injustice. La réparation vous appartient. J'ai des avocats, de l'argent et un nom qui ouvre des portes, et je mets les 3 à votre entière disposition, pour que vous les utilisiez exactement comme vous l'entendez, et pas un pouce de plus. Mais c'est votre main sur le gouvernail. Je tirerai sur la rame que vous m'indiquerez. Je ne toucherai pas au gouvernail. » Il fit une pause. « J'ai voulu pendant 1 an vous rendre votre gant. Je découvre que je veux bien plus vous rendre votre nom. Mais le gant est à vous de le prendre, et le nom est à vous de le gagner. Et j'ai trop de respect pour vous, pour faire l'un ou l'autre à votre place. » C'est alors que Cordelia comprit qu'elle avait de gros ennuis, d'un tout autre genre que son oncle, et qu'elle ferait mieux de décider rapidement si cela la dérangeait. Ils furent beaucoup ensemble dans les semaines qui suivirent, par nécessité, car la bataille avait commencé pour de bon, et il y avait beaucoup à faire. Et en le faisant, elle apprit à le connaître. Il avait une maison dans le comté qu'il avait louée pour l'occasion, un endroit assez simple. Il y avait une bibliothèque où il s'asseyait tard sur les papiers, et il y avait une longue table dans la salle à manger qu'il avait fait raccourcir à une taille confortable le premier jour, sans qu'on le lui demande, parce que, disait-il, il ne supportait pas de crier pendant son dîner. Elle avait pensé, en le regardant donner l'ordre, que les petites gentillesses d'un homme en disent plus que ses grandes. Elle le vit être patient avec Dorcas, qui avait peur des ducs, et le disait. Et il s'assit à côté d'elle et lui parla doucement jusqu'à ce qu'elle n'ait plus peur. Elle le vit une fois avec l'enfant qui louchait de la boutique de chandelles, que Cordelia n'avait pas pu laisser derrière elle et avait emmené. L'enfant s'était approché du duc de Chasewood et lui avait demandé sans bégayer s'il allait épouser mademoiselle Reed. Le duc était devenu de la couleur de son propre manteau et avait dit qu'il faisait de son mieux. L'enfant avait hoché la tête, satisfaite, et s'en était allé. Et Cordelia avait été obligée de quitter la pièce. Le travail lui-même les rapprocha d'une manière qu'aucune cour ordinaire n'aurait pu le faire. Il y a une intimité à se battre côte à côte pour une chose qui compte que le salon ne connaît pas. Il s'asseyait sur les papiers jusqu'à ce que les bougies se consument. Les années volées par son oncle étalaient entre eux en actes, dates et dépositions. Et elle apprit la qualité de son esprit, qui était patient et exact, et bien plus chaleureux qu'il ne le laissait paraître au monde. Il apprit la sienne, qui était plus vive que la sienne, et ne se laissait pas presser sur une chose qu'elle ne comprenait pas encore. Ils se disputèrent, bien sûr.
Elle ne se laissait pas diriger. Et lui, par longue habitude de commander, dirigeait les gens sans s'en rendre compte. La première fois qu'il arrangea quelque chose pour son confort sans demander, elle lui dit clairement qu'elle avait passé 16 ans à ce que sa vie soit arrangée par d'autres et qu'elle irait à la tombe plutôt que de recommencer. Même par une main bienveillante, même par la sienne. Il était devenu très silencieux. Puis il avait dit qu'elle avait raison, et qu'il était désolé, et qu'il essaierait de s'en souvenir, et qu'elle devait continuer à le lui dire quand il oubliait. Parce qu'il était duc depuis trop longtemps. Et le duc est un homme à qui personne ne dit jamais rien. Et elle s'était adoucie, et avait dit qu'elle lui dirait beaucoup de choses, qu'il n'avait pas à craindre de ne pas être informé. Et il avait dit qu'il commençait à compter dessus. « Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais », lui dit-elle une fois, tard, tous deux fatigués, le feu bas. Personne ne l'est jamais. Vous l'avez dit vous-même au bal. Tout le monde est déguisé en quelque chose qu'il n'est pas. Je m'attendais à un homme froid. Vous jouez très bien l'homme froid. J'ai eu beaucoup d'entraînement. C'est plus sûr d'être froid. Personne ne demande rien à un homme froid. Sauf qu'il continue à être froid. Il regarda le feu. Je n'ai plus l'habitude qu'on me demande des choses. Vous me demandez des choses. Vous me regardez comme s'il y avait une personne ici qui valait la peine qu'on lui demande. J'avais presque cessé de croire qu'il y en avait une. Il y en a une, dit Cordelia. Je l'ai rencontré. Il est difficile et fier. Et il a des opinions épouvantables sur la campagne. Et je l'aime beaucoup plus que le duc qu'il prétend être. Il la regarda alors, à travers le feu bas. Et aucun d'eux ne dit rien pendant un moment. C'était un de ces silences qui en disent plus que les paroles de part et d'autre. Cordelia fut la première à détourner le regard, parce qu'elle n'était pas prête. Parce qu'elle s'était fait une promesse sur le terrain sur lequel elle se tiendrait avant de dire une telle chose à voix haute, et elle comptait la tenir. Elle pensait à lui plus qu'elle n'aurait dû. Elle connaissait exactement le danger. Elle avait bâti toute sa survie sur le fait de ne rien vouloir. Et la voilà qui voulait. Et pire, qui voulait un duc, ce qui était le désir le plus ancien et le plus stupide dans lequel une femme en robe grise pouvait tomber. Elle se le disait sévèrement, et cela ne faisait aucune différence. Le cœur ne prend pas d'instruction. Elle l'avait appris à 10 ans en disant au revoir à une maison, et elle le réapprenait maintenant à 26 ans, à travers un feu mourant, face à un homme fier et difficile. Il avait passé 1 an à la chercher, et ne lui avait demandé, pendant tout ce temps, rien d'autre que la chance de lui rendre son nom. Il lui raconta un soir dans la bibliothèque la chose qu'il n'avait jamais dite à personne. « Vous m'avez demandé, sans la regarder, en regardant le feu, pourquoi je me tenais en marge de la pièce. J'ai dit quelque chose d'intelligent sur le fait d'être compté. Ce n'était pas toute la vérité. » Il tourna le verre dans sa main. « J'aurais dû me marier une fois, il y a des années. Un mariage convenable, tout le monde était d'accord. Et je me croyais chanceux, car elle était charmante. Et j'étais assez jeune pour confondre être choisi et être désiré. J'ai découvert avant le mariage, par accident, dans une phrase entendue, qu'elle me trouvait tolérable et le duché irrésistible, et qu'elle l'avait dit en riant à une amie, qu'elle aurait le titre et supporterait l'homme. J'ai rompu. Il y a eu un scandale. On a pensé que je l'avais maltraité. J'ai laissé dire, car la vérité était pire, et j'ai décidé à 23 ans que je ne referais plus jamais l'erreur de croire qu'une femme qui voulait le duc de Chasewood me voulait, moi. J'ai tenu cette résolution pendant 12 ans. Elle m'a protégé. Et elle a fait de moi, j'en suis conscient, exactement l'article froid, dur et inutile que vous avez pris pour moi dans cette salle de bal. Il leva les yeux. Et puis une femme que je n'avais jamais vue m'a regardé comme si le titre n'avait pas plus d'intérêt pour elle que le papier peint. Et m'a parlé pendant 1 heure comme une créature humaine. Et est partie dans la nuit, en ne me demandant absolument rien, sauf de la laisser partir. Comprenez-vous ce que c'était pour moi? Après 12 ans, vous êtes la première personne depuis mes 23 ans qui n'a rien voulu de moi. C'est pourquoi je n'ai pas pu arrêter de chercher. Pas parce que vous avez fui, parce que vous ne vouliez rien. C'est la chose la plus rare que je connaisse. Cordelia resta très silencieuse. Elle comprenait maintenant le miroir de la situation. Elle avait passé 16 ans cachée derrière un faux nom, voulant être vue pour qui elle était vraiment. Il avait passé 12 ans derrière un vrai titre, voulant la même chose. Être vue derrière lui. 2 personnes déguisées en des costumes qu'elle n'avait pas choisis, chacune affamée de la seule chose que le déguisement interdisait. « Augustus », dit-elle. C'était la première fois qu'elle utilisait son nom. Elle vit l'effet que cela produisit. Elle n'avait pas prévu de le dire, et l'ayant dit, elle ne le retira pas. « Quand ce sera fini, dit-elle,
Quand je serai Cordelia Hatton, aux yeux de la loi, et pas avant, je vous dirai une chose que je ne suis pas prête à vous dire maintenant. Maintenant, je suis une personne de rien avec un nom d'emprunt, un avocat d'emprunt et une cause d'emprunt, et je ne le dirai pas d'ici. Je le dirai en étant sur mon propre terrain ou pas du tout. Vous avez été très respectueux de ma dignité, Augustus. Laissez-moi garder ce qu'il en reste. Laissez-moi gagner d'abord, et ensuite demandez-moi à nouveau ce que vous êtes venu demander. Je ne vous ai rien demandé, dit le duc. Vous me le demandez depuis que vous êtes entré dans ce salon, dit Cordelia. Vous êtes l'homme le moins subtil que j'ai jamais rencontré. C'est l'une des choses que j'aime le plus chez vous. Et elle rassembla les papiers, lui souhaita bonne nuit et monta se coucher, le cœur battant d'une manière qui l'effrayait plus que son oncle. Et elle resta éveillée, non pas de peur pour une fois, mais avec quelque chose qu'elle avait rangé il y a si longtemps qu'elle en avait presque oublié le nom. Son oncle, pendant ce temps, avait appris que la fille de son frère n'était pas morte. Il l'apprit comme de tels hommes apprennent les choses, par un serviteur payé pour porter la nouvelle, par l'onde de choc que les enquêtes d'un duc provoquent dans un comté tranquille. Et cela glaça le monde confortable d'Horatio Harton. Pendant 16 ans, il avait vécu dans la maison qu'il avait volée et avait presque oublié qu'il l'avait volée. Il avait raconté l'histoire si longtemps qu'il y croyait à moitié. Il s'était persuadé que le mariage avait vraiment été douteux, que le testament avait vraiment été égaré, qu'il n'avait fait que prendre un fardeau qui lui était naturellement revenu, que l'enfant était mieux simple et en sécurité que grande et exposée. Les hommes peuvent se persuader de beaucoup de choses avec 16 ans et un fauteuil confortable. Et maintenant, un duc posait des questions dans l'Ouest, et l'enfant était vivante et avait un nom. Et pire, murmurait-on, avait un papier. Et tout l'édifice de carton de 16 ans commença à vaciller. Il ne dormit pas la nuit où il l'apprit. Il resta éveillé dans le bureau qui avait été celui de son frère, dans le fauteuil qui avait été celui de son frère, et il regarda le coffre-fort sur l'étagère. Le coffre-fort vide qu'il n'avait jamais pu jeter, comme on dit qu'un meurtrier est incapable de quitter les lieux. Et il fit face pour la première fois depuis longtemps à la chose qu'il avait passé 16 ans à ne pas affronter. Il n'avait pas eu l'intention de devenir ce qu'il était devenu. C'est ce qu'il dit à l'obscurité. Il avait été le fils cadet, celui qui allait toujours faire son chemin, et n'y parvenait jamais tout à fait. Il avait regardé son frère hériter des collines et de la maison, du nom et de la belle épouse sans dot. Il avait reçu une petite pension et une grande envie, et s'était dit que cela n'avait pas d'importance. Puis Edmund était mort, absurdement, d'une chute de cheval un après-midi ordinaire. Et il y avait eu l'enfant, une fille, seulement une fille, et il y avait eu le testament dans le coffre-fort. Et il y avait eu 3 jours où Horatio Harton était seul dans une grande maison avec un feu et un document, et toute sa vie raté le pressant dans le dos comme une foule. Il s'était dit que la fille serait prise en charge. Il s'était dit qu'un mariage douteux était aussi bon qu'un vrai pour étouffer un scandale. Il s'était dit 100 choses en 3 jours. Et le 3e jour, il avait mis le testament dans le feu et avait regardé la main de son frère se recroqueviller et noircir, et il ne s'était pas senti comme un voleur. Il s'était senti comme un homme qui avait enfin reçu son dû. Le sentiment n'avait pas duré. Rien d'acheté de cette manière ne dure. Il avait les collines maintenant, et la maison, et le nom, et il avait découvert la blague au fond de tout ça. C'est qu'une vie volée ne va pas mieux qu'un manteau volé. Pendant 6 ans, il avait vécu une vie qui n'était pas la sienne, à une table qui n'était pas la sienne, dormant mal dans un lit qui n'était pas le sien. Et il attendait, sans jamais se l'avouer, que l'on frappe à la porte. Et maintenant, on avait frappé. Une duc dans l'Ouest, une fille qui n'était pas morte, un papier qu'il avait cru réduit en cendres, mais qu'il n'avait jamais vraiment regardé brûler entièrement. Et Horatio Harton, seul dans le fauteuil de son frère, était pour la première fois en 16 ans presque soulagé. Il fit ce que font les hommes effrayés. Il s'attaqua d'abord à la chose la plus faible. La chose la plus faible était Dorcas. On lui rapporta qu'une vieille nourrice proche de sa fin, qui avait été avec la fille ses 16 ans, ne savait pas lire, et était la seule âme vivante qui pouvait jurer du visage de l'enfant et de la provenance du papier. Et Horatio Harton, qui n'était pas par nature un homme cruel, seulement un homme effrayé, ce qui au final peut faire tout autant de mal, envoya un de ses hommes dans la petite ville de l'Ouest pour trouver la vieille femme. Il devait la persuader. La persuader que sa mémoire était défaillante,
que le papier était un faux fabriqué par une aventurière, qu'une vieille femme proche de la mort ferait mieux de tenir sa langue que de se parjurer, qu'il pourrait y avoir une rente confortable à la clé, et qu'il pourrait y avoir, pour une vieille femme têtue qui ne voudrait pas être raisonnable, beaucoup d'ennuis, car la loi était dure avec ceux qui juraient faussement, et qui, après tout, croiraient la parole d'une pauvresse illettrée contre un gentleman de bonne réputation. L'homme vint, il était agréable. Il souriait beaucoup. Il s'assit près du feu de Dorcas et lui dit, gentiment, tristement, dans quelle affaire sérieuse on l'entraînait. Il lui dit combien la jeune dame qu'elle aimait tant souffrirait le plus quand il apparaîtrait, comme cela devait arriver, que toute l'affaire était une fraude. Et combien il serait mieux pour tout le monde, et beaucoup plus confortable pour les dernières années de Dorcas, si le vieux papier était simplement abandonné, et toute cette triste affaire laissée de côté. Dorcas, qui était mourante et effrayée, et qui aimait Cordelia plus que tout, l'écouta, et puis elle dit, de sa vieille voix fluette, que Sir Edmund lui avait mis le papier dans la main, et lui avait dit de le garder pour l'enfant, et qu'elle l'avait gardé 16 ans. Elle ne craignait pas beaucoup la loi à 73 ans, dit-elle, avec le cimetière déjà creusé. Le gentleman pouvait dire à celui qui l'avait envoyé que Dorcas Mercer avait gardé la foi envers son maître vivant et la garderait envers lui mort, et qu'il pouvait maintenant sortir de sa chambre. Et l'homme partit, toujours souriant, et Dorcas s'assit près du feu et trembla, et ne le dit pas à Cordelia, parce qu'elle ne voulait pas l'effrayer. Et ce fut une erreur presque fatale, car l'homme revint, moins agréable la deuxième fois. Et ce fut le hasard, seulement le hasard, qui fit que Cordelia entra et le trouva là, penché sur le fauteuil de la vieille femme, sa voix basse, et plus du tout aimable, et Dorcas blanche et haletante. Cordelia traversa cette pièce plus vite qu'elle n'avait jamais traversé une pièce de sa vie, et se mit entre eux. « Sortez, dit-elle. Mademoiselle Reed, ou devrais-je dire Mademoiselle Harton, quel drame. » Il se redressa, sans se presser, la toisa, et sourit du sourire qu'elle apprendrait à connaître. Le sourire agréable qui n'atteignait jamais les yeux, le sourire de famille, car elle vit avec un sursaut que c'était le même que celui de son oncle. Vous vous créez beaucoup de problèmes, vous savez, beaucoup. Une accusation de fraude est une affaire grave, et de faux, et de parjure. Quand cette pauvre vieille créature sera traînée devant un tribunal pour jurer votre conte de fées, avez-vous pensé à elle dans tout ça? Avez-vous pensé à ce que ça lui fera, à son âge, d'être brisée à la barre des témoins par un avocat payé pour la briser? Non, vous n'avez pensé qu'à votre grief. C'est l'égoïsme des lésés, mademoiselle Harton. Vous brûleriez beaucoup de choses qui tiennent debout, pour redresser une seule chose qui est tordue. Mon maître est un homme raisonnable. Il est prêt à être généreux. Prenez la rente. Laissez la vieille femme mourir en paix. Qu'elle continuait à être mademoiselle Reed, qui au moins n'est la prisonnière de personne. Il mit son chapeau. Cordelia Harton, j'ai bien peur, a des ennemis. Cordelia tremblait, mais elle avait eu sa part de peur cette année-là, et elle découvrit qu'il y avait une limite à la quantité qu'une personne pouvait en contenir. Dieu elle avait atteint le fond de la sienne et avait heurté quelque chose de plus dur en dessous. Dites à votre maître, dit-elle, que j'ai le testament de son frère de la main de son frère, certifié, affirmant ma naissance et mon héritage devant Dieu. Dites-lui que j'ai un témoin qui l'a tenu de la main mourante de mon père. Dites-lui que j'ai les avocats du duc de Chazewood et la bourse du duc de Chazewood. Et, ce qui, il le découvrira, compte plus. Le très grand intérêt personnel du duc de Chazewood à voir une vieille injustice réparée. Et dites-lui ceci de ma part, de la part de la fille de son frère, qu'il a qualifiée de douteuse et envoyée sous la pluie quand elle avait 10 ans et était en deuil. Je me souviens du coffre-fort. J'ai vu mon père le fermer à clé 100 fois. Il était vide quand les avocats sont venus, et mon oncle a été 3 jours seul avec lui. J'avais 10 ans. Je n'ai plus 10 ans maintenant. Sortez de cette maison et dites-lui que je viens chercher ce qui m'appartient, et qu'il aurait bien mieux fait de passer ses 16 ans à réapprendre à être pauvre, plutôt que de faire ce qu'il est, sur le point de me forcer à lui faire en audience publique. L'homme partit. Il ne souriait pas. Son oncle vint la voir lui-même une fois avant le procès. Elle ne s'y attendait pas et faillit le refuser. Et puis elle pensa qu'elle avait attendu 16 ans pour regarder cet homme en face, en étant elle-même, et ne se priverait pas de le faire maintenant. On le fit entrer dans le petit salon. Il était plus grisonnant qu'au bal, plus corpulent,
et son bel habit ne pouvait cacher qu'il n'avait pas dormi. Il se tint sur le seuil et regarda la fille de son frère, qu'il avait vue pour la dernière fois enfant de 10 ans sous la pluie, et quelque chose bougea sur son visage qui, chez un homme meilleur, aurait pu être de la honte. « Vous avez le regard de votre mère, dit-il. Je ne m'attendais pas à ça. Je pensais m'être préparé. Je ne l'étais pas. Asseyez-vous, mon oncle, dit Cordelia. Vous n'avez pas l'air bien. Il s'assit. Il était venu, dit-il, pour être raisonnable. Il parla à nouveau de la rente, plus importante maintenant. Il parla de la ruine qu'un tribunal leur causerait à tous les deux, de la laideur des affaires de famille étalées en public, et de la façon dont son père, quoi qu'il en soit, n'aurait pas souhaité que son nom soit traîné dans la boue pour le plaisir de la foule. Il parlait bien. Il avait toujours bien parlé. C'était la seule chose qu'il avait. Cordelia écouta tout, et quand il eut fini, elle lui posa une question. « L'avez-vous brûlé ?» Il s'arrêta. « Le testament, dit-elle, dans le bureau, pendant les 3 jours avant l'arrivée des avocats. J'avais 10 ans, et je vous aimais, parce que vous étiez le frère de mon père, et que vous aviez une voix gentille et triste. Et je me suis demandé chaque jour pendant 16 ans si j'étais une idiote de vous aimer, ou si vous étiez un homme bon qui a fait une chose terrible en 3 jours de tentation, et qui le regrette depuis. J'aimerais savoir, avant que nous allions au tribunal et que des étrangers décident. Je vous le demande maintenant, seul, sans personne pour entendre, et je croirai tout ce que vous me direz, parce que j'ai voulu toute ma vie pouvoir penser une chose gentille du dernier membre du sang de mon père. L'avez-vous brûlé? Horatio Harton regarda la fille de son frère, et pendant un long moment, le visage posé et respectable s'accrocha du bout des ongles. Puis il lâcha prise, et l'homme effrayé apparut, et il dit, d'une voix soudainement vieillie, « Que Dieu me pardonne. Oui. » Aucun d'eux ne parla pendant un moment. « Merci, dit enfin Cordelia, doucement. C'est la seule chose honnête que vous m'ayez dite en 16 ans, et je trouve que cela a plus de valeur pour moi que la rente. Vous pouvez partir maintenant, mon oncle. Je ne demanderai pas la prison. Non pas parce que vous méritez la pitié, car vous ne la méritez pas, mais parce que je ne dépenserai pas la mémoire de mon père en vengeance, et parce que je pense que vous vous êtes déjà construit une prison, et que vous y vivez depuis longtemps. Et il n'y a rien que la loi puisse vous faire que vous n'ayez pas fait plus complètement à vous-même. » Elle se leva. « Je retrouverai mon nom et ma maison, mais je ne porterai pas votre ruine sur ma conscience, en plus de tout ce que vous m'avez déjà coûté. Rentrez chez vous et mettez vos affaires en ordre. C'est bientôt fini. » Il partit, un vieil homme effrayé dans un bel habit, et Cordelia se tint à la fenêtre et le regarda partir. Elle ne ressentit pas de triomphe, ni de pitié. Exactement, mais quelque chose de plus grave et de plus calme que les deux. C'était le sentiment d'une chose à qui l'on disait enfin la vérité, après 16 ans de mensonges. L'affaire passa en justice au printemps. La cour de la chancellerie est une machine lente, froide et caverneuse, et elle ne se soucie du grief de personne. Cordelia avait été prévenue par les graves avocats du duc que cela pourrait prendre des années, que la possession valait titre, que son oncle se battrait sur chaque pouce, qu'un papier caché 16 ans dans le sac de travail d'une pauvresse était exactement le genre de preuve que les hommes intelligents font passer pour une fraude. Elle entendit tout cela. Elle alla de l'avant quand même. Et elle alla de l'avant à chaque étape elle-même. Elle s'assit avec les avocats et comprit les documents. Elle prit les décisions. Quand ils voulurent lui épargner la barre des témoins, elle refusa d'être épargnée. Quand ils voulurent garder Dorcas à l'écart pour protéger la vieille femme, Cordelia dit doucement que Dorcas avait gardé la foi pendant 16 ans et avait gagné le droit de finir le travail. Et elle demanda à Dorcas, qui dit, féroce et frêle, qu'elle prononcerait les paroles de son maître dans n'importe quel tribunal d'Angleterre et les mettrait au défi de la traiter de menteuse en face. L'audience remplit la grande salle. Le bruit avait couru, comme c'est souvent le cas, qu'il y avait une romance dans l'affaire, une héritière perdue et un duc à sa recherche. Et les bancs étaient pleins de curieux. Horatio Harton s'assit avec son conseil, un grand avocat coûteux, et il ne regarda pas sa nièce. Et son visage était le visage posé et respectable d'un homme qui a été lésé par une aventurière. Et c'était un très bon visage, et il tint pendant la majeure partie de la journée. Ils présentèrent leur cas, que le mariage était douteux, que la fille était probablement une imposture montée par des parties intéressées. Notez la partie intéressée dans la galerie. Un duc, s'il vous plaît. Et que faisait un duc dans une affaire d'héritage du Herefordshire,
sinon semer la zizanie pour son propre amusement, que le papier était un faux, que la vieille femme était une parjure payée, ou une sénile, et de toute façon, indigne de confiance. Et puis, le conseil de Cordelia, sur ses instructions, appela ses témoins un par un, et le bon visage respectable commença à se décomposer. Il appela le pasteur, qui était vieux maintenant, mais vivant, et qui avait voyagé 3 jours pour être là. Le pasteur jura qu'il avait été témoin du testament de Sir Edmund Harton dans la dernière semaine de sa vie, dans son propre bureau, et l'avait relu. Il laissait tout à la fille et affirmait le mariage. Et il s'était demandé pendant 16 ans pourquoi il n'avait jamais été produit, et avait eu peur, que Dieu lui pardonne, de demander. Il appela la femme du pasteur, qui en avait également été témoin, et qui décrivit la pièce même, l'après-midi même, et la peur sur le visage de Sir Edmund. Il appela Lady Ursula, 81 ans, et droite comme un nid, qui avait dansé au mariage. Elle jura de la régularité du mariage auquel elle avait été invitée. Elle identifia le cœur courant sur le gant comme l'emblème des Harton, sans aucun doute, et elle regarda Horatio Harton à travers la salle d'audience avec un mépris si total que les hommes près d'elle reculèrent. Il appela le duc de Chasewood, qui jura de la manière dont le gant lui était parvenu et de l'année de recherche. Le grand avocat lui demanda, d'un ton narquois, quel était son intérêt dans l'affaire. Il dit, de la voix plate et froide qu'il utilisait quand il était le plus sérieux, que son intérêt était qu'une injustice avait été faite à l'enfant d'un homme bon il y a 16 ans, et était resté impuni parce que l'enfant était pauvre, et le voleur confortable, et que si un tribunal trouvait cela étrange chez un père du royaume, alors le royaume était en plus mauvais état qu'il ne l'avait craint. La galerie, qui est toujours secrètement du côté des lésés, fit un bruit que le juge dut réprimer, et il appela Cordelia elle-même. Elle avait refusé d'être tenue à l'écart de la barre. Son conseil le lui avait déconseillé, car un plaignant qui témoigne donne à l'autre partie un plaignant à attaquer, et le grand avocat attendrait. Elle avait entendu le conseil et l'avait ignoré. Elle avait passé 16 ans à ce qu'on parle pour elle, à ce qu'on parle d'elle, à ce qu'on parle par-dessus elle, un sujet que d'autres discutaient à la 3e personne, pendant qu'elle se tenait à 1 mètre de là, en tenant un châle. Et elle ne laisserait pas, à l'heure la plus importante de sa vie, parler pour elle à nouveau. Elle parlerait. Si l'injustice devait être réparée, elle le serait de sa propre voix, ou pas du tout. Elle prêta serment d'une voix claire et ferme, et elle leur dit qui elle était. Elle leur parla d'une maison dans le Herefordshire et d'un père qui l'appelait son héritière et le pensait. Elle leur parla d'un coffre-fort qu'elle avait vu son père fermer à clé 100 fois, et du matin où les avocats l'ouvrirent et le trouvèrent vide, et des 3 jours que son oncle avait passé seul avec lui d'abord. Elle leur parla d'un carrosse fermé sous la pluie et d'un nouveau nom simple imposé à une enfant en deuil et de 16 ans à n'être personne. Elle raconta tout simplement, sans une larme, car elle avait versé ses larmes en privé, où elles devaient être, et ne les dépenserait pas ici pour le divertissement d'une galerie. Puis le grand avocat se leva pour la briser, et découvrit, comme son collègue l'avait découvert avec la vieille nourrice, que certaines choses ne se brisent pas. Il était intelligent. Il était expérimenté. Il suggéra que ses souvenirs étaient les inventions d'une femme qui avait entendu une histoire commode et s'en était parée. Il suggéra qu'une véritable héritière se serait manifestée des années auparavant et que le retard prouvait la fraude. Cordelia le regarda et répondit de la même voix ferme qu'elle ne s'était pas manifestée des années auparavant pour la même raison qu'un homme n'entre pas sans armes dans une maison pleine de voleurs. Elle n'avait eu aucune preuve, pas d'argent, pas de protecteur et pas de nom. Une enfant de naissance douteuse qui accusait un gentleman respecté de vol aurait été traitée de folle ou de menteuse et mise à l'écart discrètement. Elle le savait à 14 ans, le savait à 20 ans et le savait jusqu'à l'hiver dernier, où, pour la première fois, une preuve lui avait été mise entre les mains. Elle s'était manifestée la semaine même où elle avait les moyens d'être crue, et pas une semaine avant, car elle n'était pas une idiote et n'avait jamais de sa vie pu se permettre de l'être. L'avocat lui demanda mielleusement s'il n'était pas vrai qu'elle s'était assuré l'intérêt d'un duc riche, et si une femme ne dirait pas beaucoup de choses avec la fortune d'un duc derrière elle. Cordelia dit qu'il était parfaitement vrai qu'elle avait l'aide du duc de Chasewood, et qu'elle en était reconnaissante, et que l'avocat était libre d'en faire ce qu'il voulait. Mais elle rappellerait à la cour, dit-elle,
que le duc n'avait pas fait le testament de son père, ni contrefait la main de son père, ni ne l'avait certifié devant un pasteur il y a 16 ans, alors qu'il n'avait même jamais entendu son nom. Le papier était vrai avant qu'un duc n'y touche. Sa naissance était vraie avant qu'un duc ne soit né. Un ami riche pouvait ouvrir une porte. Il ne pouvait pas construire la maison derrière. La maison avait été construite par son père de sa propre main, dans sa dernière semaine effrayée, et aucune intelligence au monde ne pouvait la déconstruire maintenant. L'avocat se rassit pour la deuxième fois de la journée, et le juge, qui avait présidé de nombreuses audiences et était devenu difficile à émouvoir, regardait la jeune femme à la barre avec une expression qui n'était pas sur son visage au début de la journée. Et enfin, il appela Dorcas Mercer. On la porta, car elle ne pouvait plus marcher loin, et on l'installa sur une chaise. Et elle était si petite et si vieille que la salle devint silencieuse à sa vue. Le grand avocat se leva pour la briser, comme l'homme de son oncle avait promis qu'elle le serait. Il ne la brisa pas. Il lui demanda mielleusement si elle savait lire. Elle dit que non. Il lui demanda alors comment elle pouvait savoir que le papier qu'elle avait gardé était le grand document qu'elle prétendait, alors qu'elle ne pouvait en lire un mot. Et Dorcas Mercer le regarda le papier et dit, de sa voix fluette et claire qui porta jusqu'au fond de la grande vieille salle, qu'elle ne pouvait pas lire les mots de son maître. C'était vrai, mais son maître lui avait mis le papier dans ses propres deux mains, avec ses propres deux mains, et l'avait regardé de son visage mourant, et avait dit, « Dorcas, garde ceci pour l'enfant, et ne le donne pas à mon frère, quoi qu'il te dise. » Elle l'avait gardé 16 ans, dit-elle, cousu dans son sac pour ce jour. Elle n'avait pas besoin de lire les mots pour savoir qu'ils étaient le dernier souhait de son maître, car elle les avait par cœur dans un endroit plus profond que la lecture. Et elle jurerait devant ce tribunal, et devant Dieu, et devant Sir Edmund lui-même, qu'elle s'attendait à rencontrer bientôt, et le regarderait dans les yeux en le faisant. La salle était silencieuse. Le grand avocat se rassit. Il y a des choses qu'une intelligence payée ne peut toucher, et l'une d'elles est une vieille femme qui n'a plus rien à perdre, et qui dit une vérité qu'elle a portée pendant 16 ans. Et tout le monde dans ce tribunal le savait. Et personne ne le savait mieux qu'Horatio Arton. Cordelia regardait son oncle quand il craqua. Elle s'était demandé si elle ressentirait du triomphe. Elle découvrit qu'elle ressentait autre chose, quelque chose de plus proche du chagrin, car elle vit le moment exact où le visage posé et respectable céda, et où l'homme effrayé en dessous apparut. Le frère cadet qui n'avait jamais rien fait de lui-même, qui était venu dans la maison de son frère mort avec un trou dans l'âme de la taille de toute sa vie ratée, l'avait rempli d'un domaine volé et avait passé 16 ans terrifié chaque jour de cette pièce précise. Elle vit qu'il n'avait pas été heureux à Harton Hall. Elle vit qu'un homme peut tout voler et ne rien gagner, peut s'asseoir à la grande table et goûter des cendres, peut détenir le titre de propriété des collines et ne jamais dormir profondément. Il n'était pas un monstre. C'était la partie terrible. Il n'était qu'un petit homme effrayé, qui avait fait une chose monstrueuse par une petite terreur humaine, et qui en avait payé le prix dans la seule monnaie qui compte, la monnaie de la nuit blanche, pendant 16 ans, et qui continuerait à payer maintenant avec tout le reste en plus. Le tribunal donna raison à Cordelia. Cela prit plus de temps qu'une phrase, comme le font les tribunaux, avec des jugements, des formulaires et des appels abandonnés. Mais la forme en fut décidée dans cette salle ce jour-là, et tout le monde le savait. Le testament était valide, le mariage était prouvé, la fille était bien qui elle disait être. Harton Hall, le domaine et le nom furent rendus à Cordelia Harton et retirés à l'homme qui les avait détenus 16 ans par un mensonge. Horatio Harton n'alla pas en prison. Cordelia ne voulut pas insister. Ses avocats furent stupéfaits. Le duc ne dit rien, mais la regarda d'une manière qui valait plus que des mots. Et son oncle lui-même, quand on lui dit que la fille de son frère avait refusé de le voir jugé pour fraude, pleura, ce que son crime ne l'avait jamais fait faire. Il quitta Harton Hall en homme brisé, bénéficiant d'une petite pension de la nièce qu'il avait volée, ce qui était plus que ce qu'il lui avait accordé. Il vécut ses années tranquillement dans une petite maison d'un comté lointain, ni heureux ni malheureux, seulement diminué, seulement hanté. Il était un homme qui avait enfin obtenu la pauvreté dont il avait eu peur toute sa vie, et la trouva un fardeau plus léger que le vol ne l'avait été. Sa défaite était complète, et elle était triste, comme le sont de telles défaites, car il n'y a pas de triomphe assez pur pour effacer la pitié de voir une créature effrayée perdre la chose qu'elle s'est détruite pour garder. Elle retourna à Harton Hall durant l'été.
Elle y retourna comme on retourne dans un pays en rêve. Les collines exactement là où 16 ans les avaient gardées. La pierre de la même couleur. L'odeur même du lieu l'enveloppant comme une étreinte retrouvée. Elle parcourut les pièces de son enfance en tant que leur maîtresse. Et c'était de la joie. Et c'était du chagrin. Les deux étaient si entrelacés qu'elle n'aurait pas pu dire, en pleurant dans le bureau de son père, la main sur le coffre-fort vide, pour lequel des deux elle pleurait. Car tout n'était pas restauré. C'était la chose qu'aucun tribunal ne pouvait réparer. Son père était mort depuis 16 ans et n'avait pas vécu pour le voir. Il était mort effrayé et était allé sous terre en croyant, peut-être, que ses dispositions prudentes avaient échoué et que sa fille était perdue. Sa mère était un portrait et une paire de gants. Les années elles-mêmes étaient parties. L'enfance dans le carrosse fermé, la jeunesse dans des maisons froides sous un nom simple, les désirs refoulés. Et aucun jugement d'aucun tribunal ne pouvait rendre à une femme la jeune fille qu'on ne lui avait pas permis d'être. Cordelia avait gagné. Elle avait complètement gagné. Et elle comprit, debout dans la maison restaurée, que gagner n'annule pas. Cela empêche seulement l'injustice de continuer. L'injustice qui a déjà eu lieu et aura toujours eu lieu. Et le mieux que même la justice puisse faire est de tracer une ligne en dessous et de dire « pas plus loin ». Pas le passé réparé, seulement l'avenir libéré. Et Dorcas ne vit pas l'été. Elle vécut pour entendre le jugement. C'était la grâce dans tout ça. Elle était là dans la grande salle froide, et elle entendit le tribunal donner raison à l'enfant. Et elle serra la main de Cordelia avec sa vieille force et dit « Sir Edmund, l'entendez-vous? Nous l'avons gardé, nous l'avons gardé. » Et elle sourit. Et elle mourut 3 semaines après dans son sommeil, dans un bon lit enfin, dans une maison qu'elle savait être celle de sa fille. Cordelia l'enterra, non pas parmi les serviteurs, mais au cœur du domaine, à côté de la famille à qui elle avait gardé la foi, avec une pierre qui portait son nom en entier, Dorcas Mercer, qui a gardé la foi. Et Cordelia pensa que de toutes les injustices qu'elle avait réparées cette année-là, la pose de cette pierre était celle dont elle était la plus fière. Le duc de Chasewood vint à Harton Hall à la fin de l'été, quand le chagrin avait eu sa première saison difficile, et que la joie commençait prudemment à avoir la sienne. Il la trouva dans le jardin. Il lui avait demandé une fois de le laisser lui redemander quand elle serait sur son propre terrain. Et elle y était maintenant, la maîtresse de Harton Hall, une héritière en son nom propre, restaurée et libre, n'ayant besoin du secours d'aucun homme, ni du titre d'aucun homme, ni de rien d'aucun homme. Ce qui était, ils le comprenaient tous les deux, exactement le point. Il avait apporté le gant, il l'avait gardé 1 an et plus, et il le sortit maintenant, le vieux chevreau doux, avec le cœur courant au poignet. Et il ne le lui tendit pas comme une chose rendue. Il le tenait comme un homme tient la dernière carte dans un jeu dont il n'est pas sûr. « Vous m'avez dit, dit-il, de gagner d'abord, et ensuite de vous laisser me dire la chose que vous ne diriez pas d'en bas. Vous avez gagné. Vous êtes aussi loin d'en bas qu'une femme peut se tenir. Alors, je suis venu vous tenir à votre parole, bien que je découvre, maintenant que je suis ici, que c'est moi qui ai peur, ce qui est nouveau, et ce que je n'apprécie pas. » Cordelia regarda le gant, l'homme et les collines de Harton derrière lui, qui étaient à nouveau les siennes. Et elle prit, pour la 4e, dernière et plus libre fois, la décision qu'aucun tribunal, aucun père et aucune fortune n'avaient prise pour elle. C'était à elle seule de la prendre, debout sur son propre terrain, ne voulant rien qu'elle n'ait déjà, choisissant purement parce qu'elle choisissait. « Quand vous m'avez trouvé, dit-elle, je vous ai dit que je n'avais jamais eu la chance de compter sur un homme. C'était vrai. J'avais appris à ne pas le faire. C'était la chose la plus dure que je possédais, cette non-dépendance, et j'avais payé pour l'avoir, et je ne l'aurais abandonné pour rien de moins que tout. » Elle prit le gant de sa main. « Vous n'avez jamais une seule fois essayé de me le prendre. Chaque homme que j'ai connu qui avait du pouvoir sur moi l'a utilisé. Vous aviez tout le pouvoir du monde sur une personne de rien en gris, et vous l'avez dépensé, chaque parcelle, pour me rendre les moyens d'avoir moins besoin de vous. Comprenez-vous ce que c'est? C'est le seul genre d'amour que j'aurais jamais pu accepter. Celui qui vous rend libre et ensuite, seulement ensuite, demande. » Elle enfila le gant à sa main. Il allait parfaitement, bien sûr. Il avait toujours été le sien. « Demandez-moi, Augustus, » dit-elle. Et il le fit. Et elle dit oui, librement, debout sur son propre terrain, héritière et non fugitive,
Une femme avec son propre nom enfin. Elle choisit un homme qui l'avait voulu quand elle n'était rien, et l'aurait maintenant qu'elle était quelque chose, et qui, dans toute l'étrange année entre les deux, n'avait jamais une seule fois confondu les deux. Ils se marièrent à Harton, dans la petite église où ses parents s'étaient mariés, et où le pasteur qui avait été témoin du testament de son père lut la messe. Et Lady Ursula s'assit au premier rang, l'air d'avoir tout arrangé, ce qu'elle maintint jusqu'à sa mort qu'elle avait substantiellement fait. Cordelia portait les gants de sa mère, les deux, celui qui avait fui et son compagnon, réunis enfin. Et elle pensa, en remontant l'allée vers l'homme au bout, à la fillette de 10 ans dans le carrosse fermé, à la femme en gris en marge de la salle de bal, et à toutes celles qu'on l'avait forcée à être. Elle les emporta toutes avec elle dans l'allée, et les confia avec sa main. Il y a un portrait d'eux des années plus tard, qui est toujours accroché à Harton Hall, si le manoir est toujours debout. Le duc de Chasewood, les tempes plus grisonnantes, son visage dur enfin apaisé, la maîtresse de Harton à ses côtés, et autour d'eux les enfants et les collines. Et dans un petit cadre à côté, gardé toujours, un seul gant, en vieux chevreau doux, avec un cœur courant brodé au poignet, la paire de celui qu'elle portait. Et personne qui ne connaît pas l'histoire ne peut jamais dire pourquoi une grande maison garderait encadré et honoré parmi ses trésors le vieux gant d'une femme. Mais Cordelia savait pourquoi. Elle l'avait laissé sur le sol d'une salle de bal une fois, en fuite, dans la peur, fugitive de son propre nom. Et un homme l'avait ramassé et l'avait suivi jusqu'à chez lui à travers une année. Pas jusqu'à la main à la fin, mais jusqu'à la femme perdue tout entière à qui la main appartenait, et au nom et à la vérité. Elle était entrée dans ce bal comme un secret dans une robe grise, vue de personne, connue de personne, appelée par un nom qui n'était pas le sien. Elle sortit de l'année qui suivit en tant que Cordelia Harton de Harton Hall, vue enfin et connue enfin, et appelée par tous les vivants et les morts, en audience publique et dans une église tranquille, par son propre nom légitime. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville vous nous regardez, et ce que l'histoire vous a fait ressentir. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines histoires.